Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Je suis avocat fiscaliste et j'interviens sur beaucoup de sujets liés à l'ALIA. Et comme ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on intervient sur ces sujets-là, on voit les aspects de succession, de transmission. Alors en pratique, ce sont généralement des sujets qu'on voit 3 ou 4 ans après la problématique de l'aléa. Souvent, on vient nous voir 6 mois, 1 an, des fois 3 ans avant, pour nous dire, voilà, j'envisage de faire l'aléa, quelles sont les incidences? Alors, les incidences fiscales ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, toujours positives. Et puis, on a des cas qui peuvent poser problème parce que le régime de l'aléa est aujourd'hui pas reconnu par les tribunaux français. Et notamment, il y a une décision du tribunal administratif qui pose un certain problème. Et donc, lorsque vous faites votre aléa, vous n'êtes pas protégé par la convention fiscale franco-israélienne. Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, ce sont les successions. Alors, il faut bien distinguer 2 choses en matière de succession internationale. On a l'aspect fiscal, généralement, c'est ce qui intéresse mes clients, et puis il y a l'aspect civil, et personne n'y pense. Personne n'y pense, sauf que c'est quand même l'élément essentiel. Donc, il faut absolument avoir une première analyse sur le droit applicable en matière civile pour pouvoir, après, avoir un raisonnement en matière fiscale. Parce que, on va dire qu'en matière civile, on a 2 droits très différents, qui sont le droit français qui est extrêmement protecteur et on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas déshériter un enfant. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut, dans une certaine limite, donner des sommes différentes, mais il n'y a pas un écart considérable entre les deux. À l'inverse, en Israël, on peut quasiment faire ce qu'on veut. On peut tout à fait déshériter, tout donner et à un enfant. Donc, on a des règles très différentes. L'élément principal va être de savoir quel est le droit applicable. Alors, pourquoi cette question? Tout simplement parce que je me suis trouvé, moi, dans une situation pour une succession que j'ai eu à gérer il y a à peu près 6 mois, où ma cliente est résidente fiscale israélienne. Il lui reste un bien en France et dans la mesure où elle n'a pas fait de testament en Israël en arrivant et où elle avait un testament en France, le droit civil français s'appliquait. Et le droit civil français s'appliquait et cela signifiait qu'elle avait l'obligation en matière civile de déclarer la totalité de ses actifs français et israéliens, même s'ils n'étaient pas taxés en fiscalité. Donc, il faut bien voir que l'incidence du droit civil, c'est la répartition entre les enfants, mais pas que. Donc, ce qui nous importe en matière de droit civil, c'est de savoir quel droit va être applicable. Alors, en Israël, on a le chapitre 7 de la loi sur les successions de 1965 et qui dit qu'on va aller chercher le centre de vie du défunt. Et donc, le tribunal israélien se considère comme compétent si la personne a son centre de vie en Israël ou si elle détient un bien immobilier en Israël. Néanmoins, souvent on vient voir, on dit mais j'ai fait un testament en Israël. Le testament, il ne va pas permettre de choisir une autre loi applicable. Le testament, on va en parler tout de suite, si vous êtes résident fiscal français et que vous détenez un bien en Israël, le testament a quand même très peu d'intérêt parce que vous êtes soumis au droit français. Et alors, effectivement, vous avez beaucoup d'avocats israéliens qui vous vendent, qui vous survendent des testaments, qui n'ont très peu d'intérêt, car vous ne dépendez pas du droit israélien, vous dépendez du droit français. À l'inverse, si vous faites votre alia, nous, dans nos process, et je vais même vous dire, on fait partir des personnes dans le monde entier, dans les 3 à 6 mois de leur arrivée dans les pays, souvent, on va dire 2 fois sur 3, on exige la signature d'un testament. Et en Israël, on exige la signature d'un testament. Alors, en droit français, c'est beaucoup plus clair parce qu'on a un règlement européen qui est applicable depuis le 15 août 2015 qui dit, alors qu'on l'applique à Israël, que
il va falloir choisir quel est le droit applicable. Et ce règlement, il est là justement pour dire quel est le droit applicable. Donc, lorsqu'on va combiner les différentes dispositions, ça permet de choisir soit la loi française, soit la loi israélienne. Mais il faut avoir conscience que l'analyse première du règlement européen, c'est qu'on applique normalement le droit civil du lieu de résidence habituel. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire sous forme de boutade, c'est un peu l'affaire Johnny Hallyday. C'est-à-dire, où est-ce que vous vivez? Alors, je vous prends un exemple qui date d'hier, puisque j'ai demandé, dans le cadre d'un dossier, une consultation sur un testament israélien, et l'avocate israélienne, qui est une des rares compétentes franco-israéliennes, me pose la question, me dit « Y vivez-vous? Combien de temps ils sont revenus en France? Est-ce qu'ils ont l'habitude de revenir tous les ans? Où se trouvent leurs actifs ?» Et c'est ça l'analyse que nous, on va faire. Donc, lieu de résidence habituelle, et puis derrière, nous allons avoir le sujet du choix. C'est vrai que nous, en Israël, lorsque nos clients font leur alia, on privilégie l'application du droit israélien, qui est plus souple que le droit français et qui permet d'optimiser derrière fiscalement. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais nous, généralement, dans 8 cas sur 10, même si on sait que nos clients font leur alia, mais qu'au bout du bout, lorsqu'ils ne pourront plus voyager, ils redeviendront résidents fiscaux français parce que leurs enfants sont tous ou en grande partie en France, on fait le choix pour se protéger pendant une certaine durée de l'application du droit israélien. Alors, en France, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, et c'est notamment une des questions de l'application du droit. Alors, on a une jurisprudence extrêmement connue qui concerne la jurisprudence Maurice Jarre, puisque un des sujets, c'est de dire, mais OK, je vais appliquer le droit israélien, puis pour une raison X ou Y, je ne vais pas répartir de la même manière entre mes enfants. Est-ce qu'on peut m'opposer le principe français de la réserve héréditaire? Alors, la Cour de cassation est très claire. La réserve héréditaire, le fait d'ignorer la réserve héréditaire, ce n'est pas contraire à l'ordre public français. Et donc, Maurice Jarre, qui vivait en Californie, avait décidé de tout léguer à son épouse et pas à ses enfants. Et la loi française, la Cour de cassation, elle a dit quoi? Elle a dit tout simplement, mais il vit aux États-Unis. Et pour le coup, il vivait quand même depuis une trentaine d'années minimum, je crois même plus longtemps. Il a tous ses biens aux États-Unis. Il n'y a pas de discussion possible, c'est le droit américain qui s'applique. Alors, ça peut choquer. En termes de droit, moi, ça ne me choque pas, mais bien évidemment, en France, en ce moment, lorsque on a un cas qui sort, on a souvent les hommes politiques qui disent « Ah ben tiens, on va essayer de contourner ». Donc, on a une loi qui est relativement récente, puisqu'elle a moins d'un an, c'est la loi du 24 août 2021, qui fait suite d'ailleurs à l'arrêt Maurice Jarre, qui concerne la réserve héréditaire. Et elle dit quoi? Elle dit que si la loi étrangère ne prévoit aucun mécanisme de réserve héréditaire, donc de réservataire, la loi permet aux Français, dans certaines conditions, d'être allotis sur certains biens situés en France. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de tout donner à votre enfant en résident fiscal israélien et que vous avez des biens en France, vos enfants résidents fiscaux français pourraient demander à bénéficier, à être les seuls bénéficiaires des biens situés en France. Alors, en pratique, cette loi, elle fait juste plaisir à des hommes politiques parce que quand on est résident fiscal à l'étranger, on a généralement de moins en moins de biens en France. C'est d'ailleurs une des conditions, nous, sur des vrais départs de France, on a de moins en moins de biens, et vous allez le comprendre, ça va me permettre de faire la passerelle, lorsqu'on analyse la fiscalité applicable. Alors, spécificité des relations entre la France et Israël, il n'y a pas de convention fiscale en matière de succession entre la France et Israël. Alors, on va être clair, ce n'est pas une exception, c'est plutôt un principe. La France signe et a signé très très peu de conventions en matière de succession. Alors quand on parle de succession, c'est également en matière de donation.
Et donc, à part les pays européens et quelques grands pays avec lesquels on est lié depuis très très longtemps, on n'a pas de convention fiscale en matière de succession. Donc, on revient au droit interne, au fameux article 750 ter du Code général des impôts, qui va avoir une incidence parce que, on va dire, cet article, quasiment, il ramène dans beaucoup de cas l'imposition en France. Alors, élément important, pourquoi on parle aujourd'hui des droits de succession, des droits de donation? Parce que en France, vous avez les droits quasiment les plus élevés et qu'Emmanuel Macron souhaitait faire passer une loi avec des droits encore plus élevés. Alors là, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, mais son idée et le projet de loi qui était en circulation était de dire qu'au-dessus de 2 millions d'euros, on arrivait à 60% de taxation. Donc, on va dire quasiment recordman du monde. Et à l'inverse, en Israël, nous n'avons pas de droit de succession. Alors, je vais tout de suite calmer les ardeurs de beaucoup de personnes qui vont voir quelquefois des avocats israéliens qui ne connaissent pas plus que ça le droit, pour appliquer ces dispositions, donc l'absence de droit de succession ou de donation, il faut que l'ayant droit et le bénéficiaire, donc celui qui va, le donateur ou la personne qui décède et les ayants droit, soient résidents fiscaux israéliens. Et encore, ça ne donne pas toujours lieu à l'exemption telle qu'elle est prévue en Israël. Donc, j'adore lorsque, dans les premiers rendez-vous, on m'explique, mais moi, j'ai aucun souci sur le bien israélien parce que je vais le transmettre à mon fils par un testament et de toute façon, je ne vais rien payer. Et j'explique deux choses. Alors, il y a ce qui se faisait il y a 15 ans, 20 ans, et il y a ce qui se fait aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, dans le cadre de l'OCDE, un échange de données bancaires. Difficilement contournable, mais on peut dire contournable. On a au niveau des sociétés ce qu'on appelle la règle des bénéficiaires effectifs, ce qui permet à tous les pays de savoir qui, en bout de chaîne, est propriétaire d'une société. On a l'impôt mondial qui est en train d'être mis en œuvre, et puis on a surtout quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est le sujet d'échange d'informations concernant les biens immobiliers. On sait, et moi je peux vous le dire, alors ça a été retardé parce que l'OCDE avait d'autres priorités. On sait d'ici, 5 ans maximum, on aura un échange concernant les biens immobiliers, au même titre que concernant les comptes bancaires. Donc, se dire je suis protégé parce que j'ai un bien immobilier et personne ne le voit, vous aurez les mêmes problèmes que les personnes qui ont eu les comptes bancaires et qui ont quand même, dans une grande majorité, soit régularisé, soit ils sont partis, soit dernière étape, et c'est ce qu'on voit nous, alors depuis 2020, mais avec le Covid, c'est beaucoup intervenu ces derniers temps, avec des personnes que l'administration trouve, et pour des montants qui sont quelquefois extrêmement significatifs. Donc, un différentiel de droit entre la France et Israël qui a un intérêt, mais où en réalité, vous avez peu de chances d'échapper à la fiscalité française. Pourquoi? Parce que l'article 750 ter du CGI, il a un champ d'application extrêmement large. Et il dépend du lieu du domicile fiscal du défunt ou du donataire. Alors, je vais rentrer après dans des exemples, je vous les ai donnés, mais il suffit qu'un des deux soit en France pour qu'on applique une fiscalité française. Du domicile fiscal de l'héritier ou du donateur ou du légataire, même chose, il est en France, fiscalité française. Ou de celui où sont situés les biens meubles ou immeubles, fiscalité française, ou encore celui où sont situées les créances et les valeurs mobilières françaises ou étrangères. Alors, je vais tout de suite parler d'un élément, ce sont les créances. Quand je vous lis ça, vous dites, mais il parle de quoi? Les créances, l'administration fiscale, les analyses comme les comptes bancaires. Donc, moi, je n'ai pas un de mes clients dans le monde entier qui n'est pas
un compte bancaire en France. Ils sont non-résidents français et ils résident dans tous les pays du monde. Ils ont tous un compte bancaire, au moins à un moment, pour percevoir une retraite. Donc, il faut savoir que sur ce compte bancaire, au moment où vous décédez, si vous êtes résident fiscal étranger, comme ce compte est en France, et quel que soit le lieu où se situent vos enfants, alors après, il faudra regarder s'ils sont dans un pays qui a signé avec la France une convention en matière de succession, mais on va dire, généralement, vous allez avoir des droits de succession sur ce compte bancaire. C'est d'ailleurs pour ça que je calme les ardeurs de mes clients et je leur explique, mais que vous me laissiez 20 000, 30 000 ou 50 000 euros, je peux éventuellement l'accepter au regard du ou des biens immobiliers que vous avez en France. Me laisser 200 ou 300 000 euros, ça ne sert à rien et c'est juste un jeu de massacre après. Donc, attention, on a un champ d'application très large et avec des sujets très, très larges. Les sujets, on en parle juste après. Les biens meubles, part de société. Alors, il faut bien réfléchir à une chose. Moi, mes clients ont un réflexe, parce qu'on les a habitués en matière d'impôt sur le revenu, à leur dire, mais à l'impôt sur le revenu, vous n'allez pas être imposé en France sur les dividendes de sociétés françaises, vous avez une retenue à la source, et puis après, plus rien. Les raisonnements qu'on applique en matière de fiscalité des donations ou de succession sont totalement différents. Parce que quand vous avez un compte bancaire en France et que vous percevez une retraite privée, vous n'avez pas de fiscalité en France, donc vous ne posez même pas la question, souvent de vous dire, bah, de toute façon, il ne se passe rien sur ce compte, je peux l'avoir en France, je n'aurai pas de fiscalité. Oui, mais vous confondez les dispositions en matière d'impôt sur le revenu et les dispositions en matière de succession et donation. Donc, les biens meubles concernent principalement les parts de société, les créances, les comptes bancaires. On peut avoir des immeubles situés en France, ou hors de France, lorsque le défunt est résident fiscal français. Et puis, on a tout type de biens. Alors, c'est vrai que principalement, on voit quand même quasiment toujours des biens immobiliers. C'est ça qui attire l'œil parce que on n'en parlera pas après dans les exemples, mais qu'est-ce qui se passe? On va vous appliquer les règles en matière de succession et donation propres à n'importe quel résident fiscal français. Donc, à ce jour, comme la réforme Macron n'est pas passée, et vous avez un abattement de 100 000 euros que vous rechargez tous les 15 ans, puis après, vous avez un système de plancher où, grosso modo, jusqu'à 500 000 euros, vous êtes imposé à 20%, entre 500 000 et 1 million, vous êtes dans une tranche à 30%, pour arriver à un maximum de 45%. Alors, bien évidemment, si vous avez une masse d'1 million d'euros et que vous avez 2 enfants, on va considérer 500 000 à chacun, moins l'abattement de 100 000 si vous n'avez jamais fait de donation, et sur les 400 000 euros, comme vous êtes dans une tranche à 20%, ça fera 80 000 euros chacun. Alors, ça monte relativement vite. Lorsqu'on fait des donations, lorsqu'on fait des analyses pour nos clients, on part toujours de l'analyse de départ qui est de dire si demain il vous arrive quelque chose, combien ça coûte? Et nos clients sont toujours surpris de dire mais j'ai travaillé toute une vie, j'ai payé des impôts relativement élevés en France et ils vont encore me prendre ça. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet que nous, on le voit, qui est d'optimiser sa transmission. Alors, par des donations en France, par des donations en Israël, il peut y avoir beaucoup de choses, mais entre quelqu'un qui n'optimise pas et quelqu'un qui va optimiser, on peut souvent avoir un gain de l'ordre de 30 à 40% sur les sommes. Donc, ce n'est pas ridicule. Alors maintenant, je voudrais rentrer sur nos exemples et vous allez voir, parce que je vous donne 4 exemples, et dans les 4 exemples, les droits de succession français sont applicables. Premier exemple, vous avez un bien immobilier ou des parts de sociétés immobilières qui sont situées en Israël et qui appartiennent à des résidents fiscaux français, fiscalité française. Alors,
Ce cas peut concerner des résidents français qui, effectivement, ont des biens en Israël, mais on va dire aussi des non-résidents, des personnes qui ont fait leur alia, qui ont des biens en Israël, mais dont le fils ou la fille réside en France. Et eux, ils auront l'obligation de déclarer. Alors, encore une fois, et je vous le répète parce que moi, j'arrive sur certains dossiers, on est à la limite du pénal. Pensez vraiment pas aujourd'hui que l'administration ne peut pas vous voir et ne peut pas vous trouver en disant je ne vais pas déclarer. C'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus ridicule et une avancée extrêmement importante dans mon métier, c'est la pénalisation du droit fiscal. Donc, on a une administration fiscale qui était, on va dire, relativement molle, voire souple. C'est plus tout à fait le cas. Et c'est même aujourd'hui l'inverse. Alors, vous ne trouvez pas en France comme vous pouvez vous trouver aux États-Unis ou par exemple en Australie, des pays où vous vous trompez sur des déclarations, vous pouvez terminer par la casse-prison. En France, ce ne sera jamais le cas. Mais pour autant, moi, j'ai des clients qui ont eu, dans les exemples que je vous donne, un casier judiciaire qui s'est rempli. Et pourtant, ils pensaient avoir respecté les règles. Donc, premier élément, on parle d'un bien immobilier situé en Israël, appartenant à des résidents fiscaux français. Deuxième cas, vous avez un bien immobilier ou des parts de sociétés immobilières situées en France qui appartiennent à des résidents fiscaux israéliens. Alors moi, j'ai notamment le cas des Français qui ont fait leur alia, dont les enfants vivent en Israël, donc tout le monde est résident fiscal israélien. Et souvent, on vient voir, on dit, on vit en Israël, ils vivent en Israël, on n'a pas de droit de succession. Ah ouais. Sauf que le bien est en France, donc on tient compte de lieux de situation et donc des droits de succession français seront dus. Alors, il y a une certaine logique, le bien est en France, mais voilà, encore une fois, il ne faut pas se tromper et se cacher derrière son petit doigt en se disant non, en Israël, on n'a pas de droit. Non. En Israël, si vous êtes résident fiscal israélien, vos enfants sont résidents fiscaux israéliens et que vous avez un bien en Israël. Sorti de ces conditions-là, pour les biens immobiliers situés à l'étranger, vous aurez toujours des droits à payer à l'étranger. Autre cas, un compte bancaire ou un compte de placement situé en Israël appartenant à des résidents fiscaux français. C'est simple, fiscalité française. Alors, attention, on va peut-être parler juste de la problématique des successions en Israël, c'est qu'en France, quand on a une succession, on doit, si le décès est intervenu en France, on doit déposer une déclaration de succession le dernier jour du 6e mois suivant le décès. Et généralement, on va voir un notaire, un avocat fiscaliste et on gère ça. Alors attention, tous les notaires français ne sont pas compétents en la matière. Et puis, derrière, si vous avez un décès en Israël, il faut savoir que votre banque, elle va fermer le compte, elle va dire j'attends un document. Alors, ce document, ça va être un document d'un juge israélien qui, suite au dépôt d'une requête, va rendre une ordonnance pour dire je confirme que monsieur, madame, etc., sont bien les ayants droit de telle personne décédée. Ça peut prendre un peu de temps. Moi, je me suis trouvé dans des situations où des clients français avaient eu des comptes bancaires, que leurs enfants, au bout de 6 mois, ils devaient payer des droits en France, y compris sur le compte bancaire israélien, et que la banque israélienne n'avait toujours pas libéré les fonds, parce qu'en Israël, c'est toujours beaucoup plus long qu'en France. Donc, attention, compte bancaire, compte de placement situé en Israël. À l'inverse, un compte bancaire, un compte de placement situé en France appartenant à des résidents fiscaux israéliens, droit de succession français. Alors, je suis toujours surpris parce que lorsqu'on vient me consulter, on m'explique, on a un compte bancaire, mais on est résident fiscaux étrangers, donc nous, on n'est pas concernés par la fiscalité française. Ouais, mais je leur explique, dans ces cas-là, il fallait mettre l'argent ailleurs. Donc, vous voyez ces 4 exemples, et on peut donner plein d'autres exemples parce que
souvent, nous, quand on arrive dans un dossier, on est même consulté par des notaires français ou israéliens, on a là des situations, on va dire, plutôt classiques, sauf que généralement, quand vous faites votre alia, vous allez avoir des Français, des enfants qui vont être résidents fiscaux en Israël, d'autres qui vont être résidents fiscaux en France, et en plus, souvent, on m'en sort soit aux États-Unis, soit en Suisse, soit au UK. Et là, il faut bien écrire ce qu'on décide de faire. Alors, juste une petite analyse sur ça. Si vous avez des enfants en Israël, vous allez vous rendre compte que vous avez intérêt dans le testament de dire que vos enfants israéliens vont prioritairement hériter de vos biens israéliens, puisqu'ils n'auront pas d'impôt sur les successions en Israël, et que vos enfants français auront prioritairement vos biens français, puisque de toute façon, eux, quoi qu'il advienne, ils seront taxés. Parce que si vous ne faites pas ça, on considérera que vos enfants auront chacun une quote-part, par exemple, s'ils sont deux, de 50% de vos biens français israéliens, et donc, votre fils israélien sera amené à payer des droits de succession en France, alors qu'il n'aurait pas dû en payer si on lui avait alloti uniquement des biens israéliens. Alors voilà, c'est un sujet complexe. C'est un sujet où d'ailleurs on a beaucoup de mal à trouver, on va dire, les notaires compétents en France, vous en avez une dizaine sur ces sujets-là. Parce qu'à chaque fois que moi je récupère, souvent on vient me voir d'ailleurs pour me dire je ne comprends pas, ça bloque avec mon notaire, parce que le notaire il ne sait pas comment se débrouiller, il ne sait pas comment ça fonctionne et il ne sait même pas quoi écrire souvent dans les actes. Donc attention, lorsqu'on a cette problématique de succession, choisir le bon notaire, mais surtout ce qu'il faut faire si vous faites votre alia, réfléchir à un testament. Et dernière chose, puisque je me rends compte, moi, que beaucoup de Français qui font leur alia ne parlent pas hébreu, le testament doit être signé en français. Si votre testament est signé en hébreu et que vous ne parlez pas l'hébreu, très facilement, on aura une nullité de ce document, y compris si vous êtes résident fiscal israélien. Donc, c'est extrêmement important. On a d'ailleurs des décisions de la Cour de cassation qui datent je crois, du mois d'avril ou mai de cette année, qui répète un grand principe. On peut s'engager que si on est informé, et donc on est informé que si on comprend ce qu'on lit. Donc, c'est pour ça que moi, j'exige de mes correspondants en Israël, pas qu'ils écrivent un testament en hébreu, mais qu'on se mette d'accord sur un testament en français, où on explique que c'est le droit israélien qui s'applique, et après seulement, ils me font la traduction. Voilà sur ce que je souhaitais vous dire sur ce vaste sujet, extrêmement complexe, épineux parce qu'on n'arrive jamais obligatoirement au bon moment. On a voilà, un certain nombre de sujets, et là, je suis vraiment resté dans les généralités